Donc bonjour et bienvenue dans le jeudi, c'est procrastination active. Comme quoi, le direct a tout le temps des trucs qui se passent un peu bizarres, comme on disait. Donc je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission, c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Myriam, donc du rêve à la réalité. Je te laisse te présenter, Myriam, nous dire un petit peu ce que tu fais. Bonjour, d'abord merci Séverine et bonjour à tous ceux qui regardent. Alors oui, Myriam du rêve à la réalité parce que j'ai transformé beaucoup de mes rêves en réalité toute ma vie avec un parcours très atypique et c'est ce qu'on partagera aujourd'hui par rapport à la thématique. Aujourd'hui, du coup, je suis formatrice, coach et consultante, notamment sur tout ce qui est transformation de vie et aussi sur toute la partie business, soit création d'entreprise, soit développement. Et voilà, en résumé, on va dire. Du coup, déjà, merci d'avoir accepté cette invitation parce on va aborder un sujet qui n'est pas forcément simple hein, pour beaucoup de personnes, et, donc qui est le burn-out. Quelle image de soi quand on est, quand on est ou dans un burn-out ou qu'on a fait un burn-out, ou après aussi, comment ça se passe un petit peu ces évolutions, puisque c'est aussi ton parcours. Euh, et du coup, on va peut-être commencer un petit peu par aller un peu plus loin là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce qui s'est passé, comment t'es passé justement de ta vie d'avant à ton burn-out, à ta vie d'après, qui est une vie de rêve où tu mets en place justement, où tu essayes d'atteindre tous tes objectifs et tous tes rêves, et comment tu accompagnes les autres à les atteindre aussi, du coup. Oui, je vais raconter l'histoire juste un tout petit peu différemment parce qu'il faut comprendre que pour sortir du burn-out, ce qui m'a aidé aussi, c'était l'état d'esprit que j'avais déjà avant. Donc, je suis ancienne sportive. Ancienne coach entrepreneur, j'ai commencé le coaching entrepreneuriat très tôt en fait. Hein, j'avais 24-25 ans et j'ai grandi dans un univers entrepreneurial aussi. Donc c'est vraiment aussi, juste pour faire le point, être entrepreneur c'est un état d'esprit, c'est pas un job. C'est ce qui fait qu'on peut peut-être atteindre la résilience par rapport au burn-out un peu plus rapidement. Parce qu'on va toujours être tourné vers la solution. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, je suis franco-tunisienne, hein, je suis née dans le nord-est de la France. Et j'ai fait une partie de mes études à Paris, avec un master entrepreneur et un réseau d'associations d'accompagnement à la création d'entreprises. Et après, il fallait trouver un job. Donc, le seul job finalement qui me correspondait, c'était dans la musique, dans la publicité, à ce moment-là, en tout cas. Et finalement, j'avais déjà un rêve, c'était de partir au Canada. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la loi de l'attraction a fait que un ancien collègue m'a contacté en me disant mais tu te souviens, ton rêve, c'était d'aller au Canada, t'en es où? Je dis je suis nulle part, je suis dans mon job. Et voilà. Il dit non, 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 oublie Paris, vas-y, fais-le. Donc, voilà. Après, donc, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour aller vivre au Canada. En rentrant du Canada, c'était aussi la première. Ce que j'ai aimé avec l'expérience du Canada, c'est que j'ai pu finalement être. J'avais ce truc, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre par rapport au burn-out, c'est qu'on n'arrive pas au burn-out en une semaine ou même en 6 mois. Il y a quelque chose de latent à l'intérieur. C'est-à-dire que le burn-out, c'est uniquement la goutte qui fait déborder le vase. Mais c'est important aussi d'aller chercher qu'est-ce qui a construit ce burn-out pendant toute une vie. Et par exemple, par rapport à ma personne, c'était, et surtout par rapport à l'image que j'avais de moi, l'image que je reflétais, et le fait que j'avais l'impression de ne pas réussir à m'entourer de personnes comme moi. Quand on est, je sais pas quoi, je sais pas trop comment les gens appellent ça, zèbre ou je sais pas quoi, enfin bref, tous ces trucs-là. Quand on a la capacité finalement d'incarner un peu le personnage qu'on a envie, ça peut être très déstabilisant pour les personnes autour. Et pourtant, on peut développer plusieurs expertises. J'ai développé un grand nombre d'expertises dans ma vie et ce n'est pas forcément des choses qui mettent à l'aise les gens. Donc, on a du mal à se lier d'amitié avec des personnes avec qui on se
retrouve en réelle connexion. Et le fait d'aller vivre au Canada, ça a été une grande révélation parce que je me suis autorisée à être moi-même. Au-delà du changement de culture, c'était aussi s'autoriser à être soi-même. C'est-à-dire que j'avais plus du tout peur du regard de l'autre, j'avais plus du tout peur de ce que les gens diraient de moi. J'ai trouvé une culture tellement différente, tellement positive, tournée vers l'opportunité, et c'est de ça dont j'avais besoin. Et après, quand je suis rentrée en Europe, en France, je recherchais un job et on m'a dit clairement, mademoiselle, avec votre CV, il faut partir à l'étranger, je ne peux pas vous aider à trouver un job en France. Il faut un parcours linéaire, vous n'avez rien de linéaire, etc. Donc voilà, ça c'était déjà la première construction du burn-out. C'est ce retour aux racines et finalement on ne t'accepte plus. Donc après, je suis partie vivre en Espagne, à Barcelone. Je travaillais pour des sociétés anglaises. Là aussi, c'était extraordinaire comme expérience parce qu'encore une fois, je pouvais être moi-même. Mais ce qui s'est passé, c'est que d'un point de vue familial, il y a eu, il s'est passé un événement qui a fait que j'ai tout remis en question. C'est-à-dire que je ne voulais plus entendre parler de business, je ne voulais plus entendre parler d'argent, je ne voulais plus entendre parler de carrière professionnelle. Et pourtant, j'étais dans une super boîte qui nous formait au quotidien. J'avais des super collègues et tout ça. Mais le fait de tout remettre en question par rapport à la vie a fait que je ne pouvais plus. J'ai vraiment fait mes demandes à l'univers où j'étais là, je fais s'il te plaît, univers, je te remercie pour tout ce que j'ai vécu parce que j'ai déjà vécu beaucoup de choses que les gens rêveraient de vivre et n'osent pas. Cependant, là, je ne peux plus supporter la vie telle qu'elle est. Je ne veux plus vivre dans le monde de l'entreprise, je ne veux plus de job de 9h à 5h du lundi au vendredi. Je veux me reconnecter à mon essence et à l'essence de la vie. Mais je ne sais pas comment faire. Donc, je n'ai pas eu une demande vraiment spécifique par rapport à ce que je voulais. J'ai eu une demande globale par rapport à un mal-être que je ne supportais plus. Parce que je suis allée voir le médecin, je pleurais. Un jour, je suis sortie de chez moi, j'ai fermé la porte, j'étais toujours chez moi et j'ai commencé à pleurer. Je suis allée voir le médecin, je lui dis, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, mais docteur, si je le savais, je ne serais pas chez vous. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pleure et que ça ne s'arrête pas. Et en plus, je travaille pour une société anglaise, donc on n'est pas protégé. Si tu ne retournes pas travailler, tu es viré. Donc, j'avais vraiment besoin de trouver une solution par rapport à ça. Et donc, c'était assez intéressant parce que il m'a prescrit des anxiolytiques ou je sais pas quoi. Je dis je sais pas quoi parce que je n'ai pas ouvert la boîte. Et je suis quand même allée à la pharmacie chercher ces anxiolytiques, mais avec le sourire en me disant bon, ok, il avait son job à faire, il a fait son job, mais c'est pas de ça dont j'avais besoin. Et je savais pas vers qui me tourner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir une psychologue et je lui ai dit, écoutez, j'ai une semaine pour régler mon problème, mais le problème, je ne le connais pas. Donc, c'est court, mais il va falloir qu'on le fasse. Je suis quelqu'un d'assez directif, parce que j'ai un esprit entrepreneur. Et donc, je disais, j'ai juste besoin des bonnes questions. Je n'ai pas besoin de vos réponses. J'ai besoin des bonnes questions. Je suis plus en capacité de me poser les bonnes questions et de m'aider par moi-même. Et donc, j'avoue que j'ai fait 2 séances, je crois, avec elle. Elle m'a posé vraiment des questions très intéressantes. Et donc, très scolaire, j'avais mon cahier, mon petit carnet, et j'ai commencé à écrire les questions et les réponses que j'y apportais. Mais vraiment, j'ai travaillé dessus. En parallèle, ce que j'ai fait, c'est que, parce qu'on est toujours dans le contexte, je suis au point de perdre mon job et à ce moment-là, je n'ai pas les moyens de pouvoir le perdre et en plus, je n'aurai pas de chômage, rien du tout. Il n'y a pas de sécurité à l'emploi. Donc, il y a une espèce d'épée Damoclès qui est assez intense en se disant j'ai une semaine pour régler tout, pour trouver un sens à ma vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je recommençais cette demande à l'univers tous les jours, mais je m'aidais. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire L'Art du bonheur du Dalai Lama. Je crois que c'est Le plaidoyer du bonheur de Mathieu Ricard.
programmation neurolinguistique, analyse transactionnelle. Donc, j'ai lu 5, il y en avait un autre, mais je ne me souviens plus du titre, 5 bouquins en une semaine où véritablement je travaillais dessus. Et grâce à ça, j'ai pu retourner travailler. Parce que j'ai réussi à faire un point sur qui j'étais, sur les blessures que j'avais, sur finalement ce sentiment de victime par rapport à la vie. Et on ne sait pas trop comment en sortir. Et grâce à l'analyse transactionnelle et la programmation neurolinguistique, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Et après, toujours, hein, j'ai continué cette discussion avec l'univers. Et dans ces mêmes collègues qui m'entouraient avant vraiment le burn-out où je ne pouvais plus aller travailler, eh ben, il y a des anges gardiens qui sont sortis de cette équipe et qui naturellement ne sont pas venus pour me dire oh, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu vas, etc. etc. Non, j'ai d'abord eu une collègue qui m'a fait carrément changer de place pour que je travaille à côté d'elle. Juste son énergie m'a fait du bien. Ensuite, un autre collègue, j'ai découvert qu'il était maître Reiki. Et moi, je faisais déjà de la réflexologie plantaire. Donc, on a installé en fait des sessions d'échange. Donc, lui, il faisait du Reiki sur moi et moi, je faisais de la réflexologie sur lui. Ensuite, en fait, ouais, même une manager, pareil. J'ai découvert que cette manager, en fait, elle était dans tout ce qui était énergétique, holistique. Donc, du coup, pareil, alors c'était pas du tout ma manager, c'était la manager d'une autre équipe, mais on a sympathisé, on a discuté, on a échangé, et pareil, ouais, la connexion s'est faite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré le burn-out, donc il y a eu une semaine off du job, j'ai quand même continué à atteindre tous mes objectifs au travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule semaine dans cette entreprise où j'ai atteint moins de 200% de mes objectifs. 2 mois après le burn-out, j'ai atteint plus de 1000% de mes objectifs. Grâce aux lectures inspirantes, grâce au travail sur moi-même, grâce à l'énergétique, grâce à la marche, grâce vraiment, je faisais attention à ma nutrition pour vraiment rééquilibrer le pH acido-basique. Et de là, en fait, j'étais toujours dans ma demande de l'univers, hein, parce que j'étais toujours dans cette entreprise et j'avais vraiment pas envie. Et j'étais là, s'il te plaît, univers, fais-moi un signe, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose, parce que je tiens, mais je sais pas combien de temps je vais tenir. Et ce qui s'est passé, c'est que toujours un collègue, hein, mais vraiment, je voudrais que les gens comprennent à travers mon histoire que c'est nos propres vibrations qui font qu'on va influer ce qui va nous arriver parce que tout est déjà là. C'est ça l'abondance. C'est vraiment se rendre compte que tout est déjà là. On n'a pas besoin de les attirer, on a besoin d'ouvrir notre champ de perception. Et de les vivre, comme tu disais, ouais. Exactement. Et donc, comme moi, j'ai travaillé sur mes vibrations, à ce moment-là, je ne savais pas que ça s'appelait vibration, etc., fréquence vibratoire. Je n'avais pas de connaissances par rapport à ça. J'en étais consciente parce que je le ressentais. J'avais les poils qui se hérissaient quand j'avais l'impression de recevoir des messages, etc. Mais voilà, j'étais déjà dans l'intuitif. Et là, le collègue à côté de moi qui me dit ah non, c'était d'abord moi, une amie qui m'appelle, qui me dit oh, s'il te plaît, aide-moi à déménager. Ce serait sympa qu'on fasse de la coloc ensemble. Pas moyen de trouver un appart à Barcelone à ce moment-là de l'année. Donc, je fais une annonce dans la société. Et là, mon collègue me dit mais oublie l'appart. J'ai une amie qui arrive avec son bateau de recherche. Elle a besoin de quelqu'un pour garder le bateau pendant 3 semaines. Je dis mais je connais rien au bateau. Je dis c'est pas grave, tu vas apprendre. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, j'ai fait l'essai, je suis partie 3 jours en navigation avec ce bateau parce qu'il fallait déjà ramener le bateau de là où il était jusqu'à Barcelone. C'était ma première vraie nave de 3 jours où tu vois, c'est long 3 jours quand tu as le mal de mer. Parce que le burn-out fait que on va contraindre toutes les émotions dans certaines parties du corps, donc notamment le deuxième cerveau, ou le premier, peu importe comment les gens l'appellent, mais c'est une vérité, et j'arrive pas à digérer ma vie. Tu vois, j'ai entendu, j'arrive pas à digérer, là, tout reste coincé là. Et donc, du coup, il faut que ça sorte. Et ce qu'il y a de génial avec la mer,
c'est que c'est ton propre miroir. C'est un énorme miroir à 360 degrés où tu es en face de tes propres limites à chaque instant, chaque seconde. Et tu es tout le temps en mouvement. Il n'y a pas une seule seconde de répit. Donc, toutes les énergies qui sont bloquées à l'intérieur de toi sont forcément en activité et petit à petit, tout va se débloquer. Donc, moi, c'est passé par le mal de mer et tout ce qui va avec. Mais sur ce même bateau, il y a un jeune homme qui me parle de son expérience d'ayahuasca, donc le truc, les plantes de chaman pour se connecter ailleurs, pour avoir des hallucinations, des images, des messages de ses guides, enfin peu importe. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je raconte toutes les expériences qu'on m'a reportées. Alors, je lui demande, je suis très intéressée, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des gens qui expérimentent ça. Alors, je lui dis, bah alors, raconte-moi comment ça se passe. Alors, il m'explique, il y a 3 jours d'abord de préparation où tu fais vraiment attention à ton hygiène alimentaire parce que ça va déménager. Ensuite, ils te mettent en condition, etc. Et ensuite, tu passes à l'absorption de l'infusion. Et après, il se passe ce qui se passe en fonction de ton état émotionnel avant l'expérience. Alors je dis, bah, c'est formidable parce que c'est exactement ce que j'ai vécu avec mon mal de mer. Je dis, au moins ça, je suis pas obligée de le faire. Il suffit de prendre la mer et ça se passe exactement de la même manière. Et c'était vrai parce que du coup, j'ai compris que ce mal de mer n'était qu'un mal de vie. C'était ça le miroir en fait que la mer m'a renvoyé. Et surtout le grand message que j'ai reçu parce que j'étais avec des artistes, des scientifiques, avec des historiens, avec des navigateurs, des gens de partout du monde. Et je me suis dit, mais finalement, c'est la vie là que je veux. C'est rien d'autre. C'est juste être en communion avec soi-même, avec la nature. Parce que bon, tu vois les dauphins, les tortues et tout, c'est plutôt sympa. Hein, tu rencontres des gens de partout du monde, tu vas de port en port. Là, en plus, c'était pour une expédition sur l'histoire de la Méditerranée, les vies et les légendes de la Méditerranée. Donc, tu vas vraiment chercher dans la mémoire de la Méditerranée, toutes les histoires qui se passent d'une famille à l'autre, d'une génération à l'autre, sur tout ce qui s'est passé en Méditerranée. C'était absolument extraordinaire. Et donc, voilà, mais bon, donc les 3 jours de navigation, je reviens à Barcelone avec le bateau et je continue. J'ai et le job et le bateau parce que je dis oui tout de suite au bateau. Et donc, toujours, hein, je tiens à parler des résultats. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui ne vit qu'à travers les résultats. Je veux juste qu'on se rende compte qu'on peut entraîner son être à avoir énormément de résilience. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'étais en burn-out, ce n'est pas parce que j'étais en dépression que j'ai tout laissé tomber. Au contraire, c'est parce que j'avais l'amour de la vie. Je me suis dit, je suis juste perdue. Je ne sais juste pas comment reprendre pied. Je ne sais pas comment m'ancrer. Je ne sais pas comment me reconnecter à la beauté du monde. Donc, heureusement, le bateau, parce que du coup, je me suis dit, waouh, j'ai finalement vu ce que je ne voyais plus. Et donc, ça a commencé comme ça. Et au bout de, je sais pas, 2 ou 3 mois, le bateau devait partir. J'ai dû prendre une décision. Et j'ai été voir mon manager, je lui ai fait un dessin. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois sur le dessin? Il me dit, je vois une occasion, une opportunité que je ne manquerai pour rien au monde. Je lui ai serré la main, je lui ai dit, merci d'avoir pris la décision pour moi. Du coup, je quitte la société, je vais sur le bateau et voilà. Et après, du coup, du mal de mer, j'ai passé quand même mon permis bateau. Hein, je suis devenu skipper de yacht. Et après, je l'ai fait surtout en tant qu'officier, chef. Ouais, j'ai touché un peu à tous les boulots qu'il y avait sur le bateau. Parce que s'amuser, c'est une grande pièce de théâtre. Il faut bien comprendre qu'on se rend compte que la vie est juste une grande pièce de théâtre. Après, c'est à vous de décider quel rôle vous voulez jouer. Et je suis de la génération de DiCaprio avec le film Catch Me If You Can, attrape-moi si tu peux. Je ne sais pas en français comment on traduit. Mais ma vie a été vraiment ça. Je me suis dit, mais attends, enfin, c'est pas vraiment un film finalement. C'est après de Catch Me If You Can, c'est toute la partie je change de casquette, je change de carrière, je change de métier, je change de pays, autant de fois que ça me traverse l'esprit et c'est ce que j'ai fait de ma vie.
Et donc, je reviens sur la loi de l'attraction. Parce que si jamais vous êtes vous-même maintenant en burn-out ou si vous êtes passé par un burn-out, si vous connaissez quelqu'un qui est en phase de burn-out, c'est possible d'en sortir très rapidement. Il faut, fournir les efforts. Alors oui, je suis ancienne sportive de haut niveau, donc c'est un entraînement. Pour moi, tout est un entraînement. La vie est un entraînement et les résultats qu'on veut attendre ne dépendent que de l'entraînement qu'on met par rapport à ça. L'échauffement, l'entraînement, les étirements, en 3 phases. Tout se passe en 3 phases. Donc pour moi, l'échauffement, c'était les lectures inspirantes. Ensuite, c'était le fait d'accepter de sortir, hein, de m'ouvrir au monde. De ne pas me laisser trop le choix par rapport au fait que je voulais vivre de manière épanouie. Donc, j'étais vraiment focalisée sur qu'est-ce que je dois faire pour trouver un sens à ma vie. Et ensuite, s'ouvrir aux messages qui se présentent à vous, soit par des personnes, soit par un livre qui va vous interpeller quand vous rentrez dans une librairie ou dans un café bibliothèque ou quelqu'un qui est en train de lire un livre dans le métro si vous êtes dans une grande ville ou dans le bus, ou ça peut être les animaux. J'ai beaucoup de messages aussi de la vie de manière générale. Donc ça peut être un oiseau qui vient frapper à votre fenêtre. Vous savez qu'il y a une entité ou une âme de quelqu'un de vivant ou qui est décédé, hein, qui essaye de vous passer un message important. Ça peut être n'importe quoi. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher la résilience, d'aller chercher quelle est l'opportunité derrière. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait de ma vie que je dois faire maintenant? Parce que le burn-out, ou finalement une maladie incurable, c'est un peu la même chose. Parce que le burn-out et la dépression grave, il y a des personnes qui peuvent avoir des tendances même suicidaires. Il y a il y a des conséquences dramatiques quand même au burn-out. Donc, c'est de se dire, au lieu de dire, je pourrais être victime de ma vie et de la vie de manière générale, je suis pas né au bon moment, je suis pas né dans le bon pays, je suis pas né, je sais pas quoi. Enfin, j'ai tout entendu. Hein. Peut-être pas tout, je pense que je vais encore avoir des surprises. Mais donc, il y a beaucoup d'excuses qu'on peut se donner sur le fait qu'on ne soit pas épanoui. Et l'esprit entrepreneur, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est quelle est l'opportunité derrière. Ok, je parle de mon expérience par exemple aujourd'hui, c'est que oui, j'avais créé mon activité suite à un accident en tant que société parce que j'ai toujours fait du coaching toute ma vie, mais c'était plus en freelance. Au début, je le faisais avec les amis. Ensuite, il y a des personnes qui moi, je le faisais à travers l'association, je l'ai fait à travers le coaching sportif. Je l'ai fait grâce à des gens qui m'ont rencontré, qui m'ont demandé de les coacher, mais c'était sur la vie, donc sans démarche commerciale, sans réseaux sociaux. J'ai une vie sans réseaux sociaux. Pour moi, je suis toute neuve sur les réseaux, parce que j'en ai jamais eu besoin. J'avais décidé de vivre la vie à 100%. Et l'année dernière, j'ai eu un accident qui fait que je ne pouvais pas retourner sur les bateaux physiquement. Et c'est juste ça, je me suis dit, ok, c'est encore un message de l'univers. Quelle est l'opportunité derrière? Quelle est l'opportunité pour moi et pour les autres? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui vit juste pour moi. Donc, j'avais besoin d'avoir une mission de vie. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie qui m'a demandé finalement très peu d'efforts, où j'avais pas l'impression de travailler, où j'avais pas l'impression de me sacrifier. Au contraire, ça me donnait beaucoup de plaisir. Je me suis dit, c'était de former les gens, c'était de les accompagner, soit en tant que consultante, soit en tant que coach. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je suis capable de faire sans avoir tous les efforts physiques qu'il y a à fournir sur les bateaux, parce que j'ai passé 8 ans en mer quand même. Et du coup, je peux aider les autres en m'aidant moi-même, en prenant le temps de la convalescence et à partager mes expériences de vie, mes expertises.
pour passer du rêve à la réalité. Voilà. C'est énorme. Je te remercie beaucoup. Je crois que c'est la première fois dans une émission, dans un jeudi, que il y a quelqu'un qui se livre autant. Donc merci, vraiment merci beaucoup, Myriam. Ça m'a beaucoup émue. Ça se voit pas, mais j'ai des larmes aux yeux en fait quand tu parles. Tu t'es mis une énergie qui est tellement authentique. Merci, vraiment. Je vais revenir quand même sur 2-3 points que tu as soulevés qui sont quand même très importants. Parce que moi, c'est mon métier aussi. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette histoire de vibration. Quand tu parles de vibration, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce que ça ne fait pas partie de leur parcours, parce que, je sais pas, parce qu'ils sont pas encore tombés sur des lectures inspirantes, comme tu dis, ou rencontrer des personnes qui auraient pu leur expliquer ça ou partager avec eux cette notion. Et qui, du coup, se maintiennent en fait dans des vibrations basses, en fait, dans des pensées très négatives, dans des actions très passives, qui va empêcher qu'ils puissent justement atteindre leurs rêves, ou parce que comment dire, parce que eux-mêmes ont une très mauvaise image personnelle et donc du coup se disent qu'ils sont pas capables, ou parce que aussi faut pas non plus le nier, on est dans une société qui te dit t'es pas capable en vrai, tu vois, t'es dans une société qui te maintient, qui te tire vers le bas, qui t'explique que pour réussir il faut avoir fait bac+15, que pour enfin tu vois, on est tout le temps dans des que si tu rentres à un endroit, moi je me dis que je suis toujours battue avec les gens en disant on a quand même la chance, mon Dieu, d'être dans une société actuelle où tu peux changer d'emploi quand tu as envie, où tu peux passer. Moi, j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie, c'est pareil d'un point de vue professionnel. Je m'en suis toujours plutôt pas trop mal tirée. J'ai eu une expérience qui a été un peu désagréable, mais que je travaille encore aujourd'hui, hein, c'est l'aspect commercial de ce travail-là, mais c'est pas, on n'est pas obligé. Il n'y a rien qui nous oblige finalement à rester à l'endroit où on est. Il n'y a rien qui nous oblige à rester dans les émotions négatives dans lesquelles on est. Il n'y a rien qui nous oblige à rester collé. Parce que c'est vraiment ça, en fait. J'ai l'impression que des fois, les personnes, elles sont collées à un endroit, dans une histoire, quel que soit qu'on soit sur du personnel, sur du professionnel, sur du familial, sur du générationnel ou quoi que ce, finalement. Elles se sentent responsables de choses finalement dont elles ne sont pas responsables, dont la société les met responsables, ou alors dont les familles vont les mettre responsables et qui les empêchent de s'épanouir et d'évoluer parce que on vit quand même encore beaucoup dans une société judéo-chrétienne dans laquelle tu dois te sacrifier, dans laquelle tu dois subir, dans laquelle tu dois souffrir pour atteindre le nirvana entre guillemets, parce que c'est pas comme ça que c'est dit, c'est le paradis, pardon. Pour atteindre le paradis, en gros, donc atteindre quelque chose de beau, de magnifique, hein, enfin, il faut vraiment que tu sois crucifié sur une croix, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et ça reste vachement ancré, alors que finalement, c'est en restant dans ces énergies très très basses que tu continues à attirer à toi des choses qui sont pas bonnes pour toi, qui sont très basses, ou qui sont très négatives, ou qui ne sont pas du tout en accord avec ce que tu es, parce que tu n'es pas en capacité de vibrer ce que tu veux. Et ça, que tu aies pu aborder cette notion-là, c'est vachement important, je pense, parce que tu montres qu'en ayant remanié ta façon de voir, ta façon de comprendre la vie, ta façon de t'intéresser à d'autres choses et à toujours aller de l'avant, finalement, tu crées tes propres vibrations qui sont d'accord avec ce que tu veux et tu attires à toi de manière automatique, finalement, ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Et ça, c'est génial. Quels que soient les objectifs, encore une fois, hein, quand on parle de professionnel ou de personnel ou de voilà, ou d'amitié aussi, parce que je pense que dans les collègues dont tu parlais, il y a aussi des relations très fortes qui ont dû se nouer, qui ne se seraient pas nouées si tu n'avais pas été dans cette démarche de vibrer justement ce besoin-là, en fait. Ce sont devenus des amis à vie, même si on ne vit plus dans les mêmes pays, même si on a des vies complètement différentes. Il n'y a personne qui est resté dans cette société. Tout le monde est parti dans d'autres pays, tout le monde a vécu, mais pourtant, ça reste des amis à vie et il y en a que je revois régulièrement. Alors après, je ne veux pas non plus minimiser les choses, hein, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer un burn-out parce qu'ayant travaillé en psychiatrie, le burn-out psychiatrique, parce que là on parle d'un burn-out plutôt dépression finalement dans ce que tu as vécu, sans vouloir minimiser ce que tu as vécu, hein, mais loin de là. Mais pour avoir connu des gens qui ont fait ce qu'on appelle un burn-out psychiatrique, c'est-à-dire le cerveau qui vraiment qui sature, il y a un off, tu vois, et qui n'ont pas de souvenir de ce qui s'est passé pendant un laps de temps, en fait.
où c'est très drôle, hein, parce qu'il y a des personnes qui disent des choses. Alors, c'est bizarre, mais finalement, ça revient aussi à ça, c'est que tous les gens, je sais pas si tu as connu des gens qui ont fait un burn-out psychiatrique, mais tous très souvent, ils finissent tout nus dans la rue, tu vois. Il y a un côté qui est très, qui est très, du coup, comment dire, retour à soi. Parce que quand tu t'es nu, c'est vraiment un retour à soi, quoi. Tu vois, c'est plus de barrière avec les autres, plus de filtres, tu vois, c'est tu es, tu vois. Et même s'ils n'ont pas ce souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là, quand tu disais tout à l'heure, j'avais besoin d'être. Je suis, en fait, j'ai cette notion de voilà, d'être toi, c'est au plus profond de toi, tu vois. Dans le burn-out psychiatrique, ils le sont, mais vraiment, quoi, tu vois. Et malgré tout, voilà, ça laisse quand même des séquelles au niveau du cerveau qui est pas aussi simple après à remettre dans une vie euh, telle qu'on la vit dans la société actuelle. D'accord, c'est un peu plus difficile finalement que ce qu'on aborde là. Mais il y a quand même cette notion d'être qui est hyper importante. Et je pense que les gens aujourd'hui ont besoin d'être, tu vois, même s'ils ne sont pas encore dans cette envie-là. Enfin, c'est pas dans l'envie. Ils en prennent pas conscience en fait, parce qu'ils sont encore trop finalement enfermés dans ce que la société nous balance, encore une fois, hein, dans les médias, leurs peurs, les angoisses, etc. Et qu'ils ont toujours l'impression qu'il faut avoir plus pour être, alors qu'en fait, il faut d'abord être pour pouvoir avoir en fonction de qui tu es, tu vois. Et ça, je sais qu'on est d'accord là-dessus sur ce schéma-là. Mais il y a beaucoup trop de gens encore qui sont là dans cette notion de il faut que j'ai, et pas dans cette notion il faut que je sois. Et ça aussi qui bloque en fait dans l'atteinte de nos objectifs et dans l'atteinte de passer de nos rêves à la réalité, parce que il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit alors, si tu peux le rêver, tu peux le créer. Et c'est ça, en fait, à partir du moment où tu es en capacité de le visualiser, de l'imaginer dans ta tête, c'est accessible à la création, en fait, dans la matière. Et c'est énorme. C'est énorme. Et peu de gens, finalement, en arrivent là. Par blocage, par angoisse, par peur, voilà, parce que trop encore maintenus dans une société de laquelle ils ont du mal à sortir. Mais parce que c'est pas facile, en même temps que tu le disais, hein. Quand tu dis, mais moi, je me reconnaissais pas dans ce monde-là, les gens, j'y arrivais plus, c'était pas moi, etc. C'est pas simple de se dire, eh ben, j'en sors complètement finalement, tu vois. Au lieu de rester autour de quelque chose qui nous plaît pas, mais on reste quand même autour parce qu'on essaye malgré tout de rester dans le cheptel, finalement de dire, au lieu de rester autour, vu que je peux pas rentrer dedans, mais carrément, j'en sors, quoi, tu vois, et j'en fais quelque chose d'autre. Et ça demande en fait de faire appel à une énergie dont on ne pense pas avoir au départ. On ne pense pas l'avoir, cette énergie. Moi, je sais, c'est pareil. J'ai pas fait, je suis pas allée dans un burn-out aussi loin que le tien, mais à plusieurs moments dans ma vie, c'est passé des choses où le choix, c'était de rester, de continuer finalement à graviter autour de choses dans lesquelles je ne comprenais pas et dans lesquelles je ne rentrais pas et qui me faisaient du mal, ou vraiment d'en sortir et de partir loin. Et on me disait tout le temps, tu fuis. Parce que les gens, pour eux, c'était ça, tu fuis. Et ça, mais si je fuis pas, je meurs, en fait. C'est ça, c'est comme un. Si tu fuis pas, tu meurs. Tu vois. Et pour les gens, c'est incompréhensible. Parce qu'ils n'ont pas ils n'en sont pas encore là au niveau émotionnel. Je pense qu'effectivement, comme tu le disais, le fait d'être des zèbres au potentiel, etc., où nos émotions sont décuplées aussi, le fait que tes émotions soient 1000 fois plus importantes que les émotions de quelqu'un d'autre, entre guillemets, tu peux pas rester là, tu peux pas graviter, tu peux pas continuer à faire semblant, tu peux pas continuer à porter des masques, en fait. C'est impossible. Tu as besoin de sortir, de t'éloigner, de partir loin, avec l'espoir que tu vas rencontrer effectivement des gens ailleurs qui seront peut-être un peu plus comme toi, tu vois. Et à force de travailler sur toi et à force d'avancer et de comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de toi, quand tu travailles toutes les notions justement d'équilibre, énergétique, quand tu travailles toutes tes peurs, toutes tes angoisses, tu vois, qui sont des angoisses qu'on a tous finalement, quand on parle d'angoisse de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, des peurs de pas plaire, d'être et en même temps des choses qui sont vachement ambiguës, des fois voire paradoxales. C'est le fait de pas avoir envie de plaire à n'importe qui, mais en même temps de pas perdre du tout, c'est pas cool non plus, quoi, tu vois. Donc tu sais pas trop comment trouver ces justes milieux, ces équilibres à l'intérieur de toi. Forcément que ton image,
elle en est aussi vachement dégradée. Mais malgré tout, même avec cette image dégradée, il y a quelque chose qui te pousse toujours plus loin, quoi, tu vois. C'est ça qui est vachement important dans ces énergies, c'est qu'on te laisse pas, à partir du moment où tu commences à travailler sur toi, même si tu n'as pas forcément une bonne image de toi, même si tu n'as pas confiance en toi, même si tu t'aimes pas, il y a toujours quelque chose finalement qui t'accompagne et qui te pousse toujours plus loin, que tu l'appelles tes guides, Dieu, Allah, Bouddha, je sais pas, tes anges gardiens, n'importe qui, quel que soit le mot que tu mets dessus, tu as des énergies qui t'entourent et qui te protègent et qui vont continuellement te pousser encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, jusqu'au moment où tu vas te dire, mais là, moi, je m'aime. Et moi, aujourd'hui, je suis fière de dire, ouais, je m'aime parce que j'ai travaillé là-dessus, un truc de ouf, tu vois. Parce que c'est comme on disait, c'est pas simple, hein, c'est des douleurs, c'est des peurs, tu te dis, mais t'en souffres, hein. C'est pas un parcours de plaisir en vrai au départ. Hein. Mais par contre, à un moment donné, tu arrives à un point où ça devient un vrai plaisir, où ça devient une vraie joie, où tu es vraiment dans des énergies d'amour et de joie qui continuent à te porter et où tu sais que tu vas aller encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Et c'est juste génial, quoi. Oui, je te remercie. Pour illustrer les fréquences, il existe un spectre, en fait. Parce que quand on parle de fréquence vibratoire, on parle de Hertz. Ouais. Donc, c'est un espèce de champ électrique. Donc, le champ électrique, notamment, il est aussi au niveau du cœur, hein, avec les battements du cœur. Hein, ça reste une pompe, une batterie. Et au niveau du cerveau, à chaque pensée. Donc, chaque pensée crée. C'est pour ça que la pensée est créatrice. Parce que chaque pensée crée une fréquence. Donc, si on est dans la fréquence de la peur, qui est une fréquence basse, donc elle est en bas, une fréquence de colère, de frustration, de jalousie, etc., on gravite ici. Et ce qui fait qu'on est un champ électromagnétique dans notre ensemble. Donc, ce qu'on crée par la pensée va faire vibrer tout notre corps à cette échelle-là, à ce niveau-là du spectre. Donc, pour pouvoir en sortir et commencer à vibrer, donc attirer ce qu'on veut réaliser dans sa vie, il va falloir qu'on trouve le moyen de changer ses pensées pour atteindre l'amour, la conscience, l'émerveillement, la joie à travers soit de la respiration, à travers le rire, à travers des images inspirantes, à travers des livres inspirants, à travers la marche dans la nature, fonctionne très, très bien, la musique. Et petit à petit, élever son propre champ électromagnétique et ses propres fréquences vibratoires pour vibrer à la hauteur de ce que l'on souhaite attirer. Et la deuxième chose aussi, c'est de se parler au présent comme si on l'avait déjà. Parce que en réalité, dans cette vie-là, la seule chose qui existe est l'instant présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe juste pas. Et n'existera jamais puisqu'on sera constamment dans un moment présent juste reporté. Donc, comme tu parlais tout à l'heure de cette chose très importante, c'est d'abord être. Faites en sorte de tout faire pour être la personne que vous voulez devenir. Pour pouvoir avoir l'aisance. Parce que quand je demande aux gens leurs rêves, j'ai beaucoup de gens quand même qui me disent je voudrais de l'argent. Je dis l'argent ne peut pas être un rêve. Qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? L'utilisation de l'argent répondra à ma question. Mais l'argent en lui-même n'est qu'un moyen. Je voudrais une voiture. Qu'est-ce que tu veux faire de cette voiture? La voiture n'est pas un rêve. Qu'est-ce que tu veux en faire? Donc, d'abord, être en accord avec soi-même, être en alignement avec soi-même, vibrer ce que l'on souhaite attirer. Et alors, au lieu de dire travail sur soi, je voudrais reprendre le terme s'entraîner. Parce que dans l'entraînement, après, c'est ce que tu disais, hein, c'est par rapport à l'éducation et à la culture judéo-chrétienne. C'est juste qu'on ne va pas forcément dans le dictionnaire étymologique, aller chercher la racine, l'origine du mot, etc. Parce que le travail, l'origine, c'est la torture quand même. Donc, pour les gens qui ont cette notion de travail égale torture, je voudrais juste leur apporter une autre perception du travail sur soi, c'est l'entraînement. Ce qu'il y a de bien avec un entraînement, c'est qu'il y a forcément des pauses. Donc, dans cet entraînement à devenir le soi du futur, la meilleure version de soi-même,
la belle image qu'on crée finalement dans son imaginaire de ce que l'on veut devenir. On s'y entraîne et on fait des pauses, on lâche prise. Moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à manifester énormément de mes rêves, c'était de lâcher prise. C'est que oui, tu t'entraînes, oui, tu travailles, oui, il y a une forme d'effort, mais à un moment donné, il faut savoir aussi s'auto-satisfaire. J'ai fourni tous les efforts que je pouvais jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est la vie qui décide si c'est le bon moment pour moi ou pas. Et ça évite aussi, par rapport au burn-out, encore une fois, c'est une construction toute une vie, le burn-out. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est vraiment des mal-être, des malaises, ça peut être de la violence psychologique qu'on a eue quand on était enfant, ça peut être de la dévalorisation, de l'autodévalorisation parce qu'on se sentait moins bien qu'eux au sein de la famille avec les frères et sœurs ou les voisins ou peu importe. Donc, c'est quelque chose qui se construit. Donc, on réapprend à s'aimer pour pouvoir en sortir. Et surtout, aller chercher si vous êtes encore en vie, Auraï aussi, elle dit souvent ça. Pourquoi vous êtes encore en vie? Quelle est votre mission sur cette terre? C'est pas forcément la mission de servir l'humanité. Ça peut être votre mission de vie, elle peut être de vous servir vous-même. Est-ce que dans cette vie-là, vous êtes là pour vous servir, pour apprendre à vous servir vous-même au lieu de vouloir servir le monde entier? Comment peut-on servir les autres si on n'est pas capable de se servir soi-même? Ce que j'aime avec les voyages, parce que j'ai quand même passé 8 ans en tant que nomade, donc sans résidence. Faut vraiment, c'est pas genre j'ai un endroit où je reviens entre deux voyages. Non, c'est tu vas d'un bateau à l'autre, d'un hôtel à l'autre, d'une tente à l'autre. Tu vis un peu à la route de temps en temps. Parfois, c'est du 3 étoiles, 5 étoiles. Et de temps en temps, tu as besoin de te reconnecter avec la vie. Tu vas planter ta tente dans la forêt, le bord d'une rivière, et tu t'assois sur le gros caillou qui est au milieu de la rivière et tu te mets en méditation. Ça, c'est ce que j'ai aimé avec ma vie. C'est que j'ai vraiment vécu ce que j'avais envie de vivre. Il y a les accidents de la vie, il y a tout un tas de choses, mais voilà. J'ai une idée, je le fais. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est savoir s'extraire. Tu ne peux plus vivre dans ce noyau qui ne te correspond pas. Extrais-toi de ce truc-là, fais autre chose, quelque chose que tu n'as jamais fait. Et là, du coup, tu es obligé de reconstruire ton image de toi. Parce que tu es obligé de te découvrir des nouvelles compétences, des nouvelles aptitudes, des nouvelles qualités que tu n'avais pas vues, que tu avais oubliées. Tu vas naturellement travailler tes peurs, elles vont disparaître parce que tu vas dans un univers tellement différent que tes peurs du quotidien, celles que tu rumines et qui t'empêchent d'avancer, elles vont disparaître parce que heureusement, ce cerveau reptilien qui est la part de l'ego en termes de survie va te mettre dans un truc, dans un champ à 360 degrés comme le hibou. Et tu vas dire, OK, il faut que je survive dans cet environnement. Même si ça paraît cool, c'est pas ma zone de confort. Donc, OK. Et donc, l'image de soi dans le voyage aussi. Voyager, c'est pas forcément changer de pays ou de continent. Voyager, ça peut être simplement changer de ville. Hein. C'est savoir aller à la gare et prendre le premier train sans savoir où vous allez. Et vous passez la journée à découvrir cette nouvelle ville ou une ville d'une nouvelle manière. Parce que vous n'avez pas de but. Le seul but, c'est de découvrir cette ville et de vous découvrir, vous, en train de voyager dans ce nouvel endroit. Alors, ça peut être la campagne, vous choisissez ce que vous voulez, un lac. Et le voyage, vraiment, vous aide aussi à retravailler l'image de vous-même. J'ai plus peur du regard de l'autre, comme je disais, par rapport à moi au Canada. Je m'en foutais de savoir si ma coupe de cheveux était parfaite. Je m'en foutais de savoir, parce que quand on sort de Paris dans le mode corporate, franchement, plus dans la pub, c'est un peu too much. Heureusement que j'étais sur la partie musique hip-hop, parce que sinon ça aurait été vraiment dur.
Mais toutes les filles, vraiment, elles sont toutes les semaines chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, chez le machin, chez le truc. Enfin, bref, elles s'en sortent plus, hein, parce que c'est un budget. Hein. Quand les gens me disent ah, vraiment, je m'en sors pas avec mon budget, je dis bah viens, on va faire déjà l'état des lieux de tes dépenses. Pour les femmes, c'est assez rapide. Hein. On va voir le budget compensation, dépression avec les achats impulsifs déjà. Les unes. Là, on fait beaucoup d'économies. Résultat, elles se rendent compte qu'elles peuvent investir énormément sur des formations, sur des thérapies, sur du coaching, sur enfin, n'importe quoi, une bibliothèque entière de livres inspirants pour s'en sortir. Un coach sportif, enfin bref, peu importe, même de la musique. Il y a des gens qui ne s'autorisent pas à faire de la musique parce qu'ils sont trop vieux. Mais là, il est que sur papier. C'est ça que le voyage aussi va t'apprendre. C'est que, moi, je peux te faire une liste à l'infini du nombre de gens qui décident de faire de la voile. Ils ont 60 ans et plus. Et ils sont plus alertes que des jeunes de 20 ans. Ouais, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé par rapport. Tu m'entends? Oui. Ouais, excuse-moi, il y a eu un petit bug. Dans ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un arrière-grand-père où je l'ai connu jusqu'à mes 14 ans. Il est décédé, j'avais 14 ans. Un arrière-grand-père qui est un peu fêlé, en fait, en vrai, qui vit des choses extraordinaires, qui ne se rendait pas compte de son âge, je crois, tu vois, genre à 90 ans, quand il oubliait ses clés, il passe encore par-dessus le portail parce que du coup, il ne savait pas où il avait mis ses clés, quoi, tu vois, mais qu'il ne voulait pas rester devant. Donc, bon, bref, quoi, tu vois. Et en fait, c'était un grand musicien. Il jouait beaucoup d'instruments de musique. Il n'était pas connu, mais c'est quelqu'un qui est un grand musicien dans le sens où il jouait beaucoup d'instruments de musique. Et il a décidé de se mettre à la guitare électrique à 89 ans, tu vois. Et c'était génial parce que du coup, d'avoir cette vision-là en fait de la vie, genre tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu n'es pas mort. En gros, c'est ça, c'est le voyage, il ne s'arrête jamais jusqu'au moment où en fait, tu quittes cette incarnation, quoi, tu vois, et que tu peux faire tout ce que tu veux. Et ce qui est important finalement, c'est pas comme on dit, c'est pas le but, quoi, tu vois, c'est vraiment le voyage. Qu'est-ce que tu vas mettre en place comme expérience pendant ton voyage? Qu'est-ce que tu vas t'autoriser à faire? Qu'est-ce que tu vas pas t'autoriser à faire? Comment tu vas pouvoir euh, te dire, bon, ben là, je fais ça ou là, je fais pas ça, tu vois? Ou comment tu vas prioriser en fonction de ce que tu as envie, de ce que tu as envie de mettre en place. Est-ce que souvent, comme tu le disais, tu as des personnes qui vont dire, ouais, mais moi, là, j'ai pas les moyens de. Moi, je dis souvent, tu n'as pas les moyens, effectivement, comme tu dis, parce que tu veux pas avoir les moyens. Dans le sens où, si on regarde bien, aujourd'hui, on vit dans une société où on t'oblige à avoir 58 millions d'abonnements Internet, Netflix, je sais pas quoi, Canal+, Canalsat, etc. D'accord, pour que tu passes beaucoup de temps à t'abrutir devant la télé. C'était le petit message. Voilà. Mais si tu enlèves tous ces abonnements-là, déjà, tu peux faire autre chose. Tu peux peut-être te payer un abonnement à la salle de sport à la place, ou tu peux peut-être aussi payer, comme tu disais, une thérapie, ou te payer des livres qui vont te permettre d'avancer, d'évoluer dans ce que tu veux, ou même te payer une formation pour atteindre tes objectifs, tu vois. Mais tu n'es jamais trop vieux ou tu n'es jamais trop vieille pour créer ta vie et pour te créer ta vie de rêve, justement. Et moi, je trouve ça un peu dommage et triste, finalement. Je trouve ça triste, tu sais, les gens qui oublient de vivre, en fait, qui sont dans ce schéma de métro, boulot, dodo, parce que c'est comme ça, comme s'il y a une fatalité, tu vois, c'est une fatalité. Tu dis, bon, j'ai beau croire en la réincarnation, tu as beau avoir 50 millions de vies qui t'attendent encore derrière, il n'y a pas de problème, mais de celle-ci, tu n'en fais rien, en fait, tu vois. Donc, pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'incarnes là si tu fais rien de ta vie, si tu n'essayes pas d'atteindre tes objectifs? Et un autre truc qui était hyper important que je voulais te dire, quand tu as parlé de mission de vie, tu vois, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la mission de vie, c'est forcément quelque chose de très, comment dire, de très perché. C'est genre, tu sais, aller aider les gens, avoir des dons, d'énergétique, la médiumnité, etc. Tu vois, mais tu peux aussi avoir une mission de vie. Tu peux être aussi très doué, avoir un don dans quelque chose de très, de très dans la matière. Tu vois, moi, je sais que ma soeur, par exemple, elle est coiffeuse. Elle coiffe magnifiquement bien. C'est un don chez la coiffure, tu vois. Donc, ça, c'est pas forcément d'être médium ou d'être cartomancienne ou d'être, je sais pas, tu vois, ou d'être magnétiseuse dans l'énergétique à faire des choses qui sont un peu perchées, quoi, tu vois. Non, ça peut être aussi des choses très. Mon conjoint est un très très bon mécano. Il adore, tu vois, la mécanique, ça lui parle, il entend un bruit, il sait direct ce que c'est dans la voiture, quoi. Il n'a même pas forcément besoin de mettre les mains dedans, même s'il adore ça, mais tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui a l'air un peu en dehors
de la société. Moi, j'en parle souvent avec mon gamin, tu vois, mais j'ai un gamin qui, depuis petit, il rêve d'avoir des pouvoirs, tu vois, et il a l'impression que les pouvoirs, c'est forcément quelque chose de pareil, c'est le genre de pouvoir voler dans les airs, tu vois, la télépathie, les machins, etc. Mais c'est pas que ça, c'est ce que je dis, il sait très très bien dessiner, c'est un très bon dessinateur, enfin, il fait des dessins qui sont magnifiques. Et ça aussi, c'est un pouvoir, par exemple, tu vois. Mais on est toujours en fait conditionné par aussi ce qu'on voit à la télé, parce qu'on nous met, on a eu une grosse période de films et de séries autour de la sorcellerie, tu vois, où tu as vraiment dans des pouvoirs magiques avec ta baguette, tu vois, tu fais des trucs de fou qui ont aussi conditionné finalement les gens à croire que les pouvoirs sont des choses qui ne sont pas réelles, tu vois. Alors que ton pouvoir, il est en toi. Et ton pouvoir, ça peut être, comme on disait, être un très bon cuisinier ou être une très bonne coiffeuse ou être, je sais pas, un très bon comptable parce que tu adores les chiffres. Et voilà, tu n'en es pas forcément sur quelque chose. Il ne faut pas minimiser finalement ton pouvoir, ton don, parce que tu as l'impression que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tu vois. Oui. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire justement sur la notion de pouvoir. Et, parce que si on le conjugue, c'est je peux, tu peux, il peut, tout simplement. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Donc du coup, je reviens sur... moi, je le ferai à titre personnel, mais c'est vrai qu'on me l'a demandé, c'est réapprendre à lire. Parce que je me rends compte énormément, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu ». Je dis « Ouais, mais est-ce que ça a changé ta vie ? Comment tu as changé ta vie grâce à ce que tu as lu ? Est-ce que, parce que encore dans l'image de soi, encore une fois, les gens sont dans la recherche d'être reconnus, admirés, et ils pensent que, les personnes pensent que le respect s'acquiert grâce aux résultats qu'on a obtenus. Si on n'est pas en accord déjà avec soi-même par rapport à ces résultats-là, si on n'est pas capable de pouvoir parler des résultats qu'on a obtenus et de pouvoir donner la recette, je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher la reconnaissance, l'admiration, etc. Tu vois, je rencontre beaucoup de gens qui essayent de m'impressionner en disant, avec leur CV, en disant j'ai fait ça, ça, ça. Je parais beaucoup plus jeune que j'ai 39 ans, mais c'est vrai que très souvent, on ne donne pas mon âge et le voyage forme la jeunesse. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne communique pas sur mon âge. J'aime voir comment les personnes vont réagir par rapport à l'image que je donne. Et du coup, très souvent, les gens vont me parler avec un espèce de dédain ou c'est genre, mais t'es trop jeune pour savoir. En fait, c'est ça l'attitude que les gens ont parfois. J'ai beaucoup d'amis qui ont plus de 70 ans, hein, parce que au niveau spirituel et intellectuel, je m'y retrouve mieux. Mais pour d'autres personnes qui sont encore dans la vie active, qui sont dans cette espèce d'engrenage de métro boulot dodo, comme tu disais, sont des personnes qui sont très souvent qui tournent en rond à l'intérieur d'eux-mêmes. Et du coup, ne savent pas apprécier dans le moment présent la personne qu'ils ont en face d'eux. Ce que j'aime avec toi, c'est que ce que tu recherches, c'est l'énergie de la personne. Et donc, je suppose qu'en thérapie aussi, c'est ce que tu vas faire, c'est retravailler cette énergie pour qu'elle corresponde à ce que la personne est et veut devenir. Voilà. Donc, mais il y a très peu de personnes qui finalement sont là-dedans. Tout le monde est dans le j'ai fait. Si quelqu'un partage son expérience comme je viens de le faire aujourd'hui et que ça apporte des outils pour soit se guérir, soit réaliser ses rêves, peu importe son objectif, son intention avant de regarder, ça va. Quand on me dit j'ai fait juste pour que je dise waouh, c'est génial, en général, je dis aux personnes, je ne suis pas quelqu'un d'impressionnable avec ce que j'ai vu. Des personnes que j'ai rencontrées qui ont eu des vies absolument extraordinaires. Je ne suis plus quelqu'un d'impressionnable, je l'ai été. La seule chose qui m'impressionne et la chose pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de respect, c'est la sagesse. La sagesse par rapport au miracle de la vie, la sagesse par rapport au fait qu'on est tous sur la Terre et la Terre n'appartient à personne.
Et quand on s'extrait de la Terre et qu'on voyage dans l'univers, on se rend compte qu'on est juste un atome ou un électron d'un grand tout. Donc nous, en tant que personne, on est quoi? On est juste une fibre dans cet atome. Donc oui, nous sommes un et nous sommes interconnectés, même si on ne voit pas les fréquences. Des machines existent pour voir tout ce champ électromagnétique qui vibre autour de nous et qui fait que nous sommes connectés. Donc oui, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, je ne sais pas, mais de respect pour les personnes qui ont énormément de sagesse. Et c'est là où on peut retravailler ou se réentraîner par rapport à l'image de soi. C'est si on acceptait qu'on était déjà au paradis et qu'on n'est pas obligé de se réincarner encore et encore et encore pour avoir une vie meilleure. Qu'est-ce que tu ferais dans cette vie-là pour être en paix et connaître vraiment vivre avec la paix intérieure? C'est ça. C'est comment finalement. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment aidé, finalement, c'est bon. Je crois qu'on vit tous un parcours qui est là aussi pour nous apprendre des choses. C'est de l'expérience. Finalement, si tu parles d'entraînement, moi, j'aime bien parler d'expérience constamment. C'est expérience sur expérience. Moi, honnêtement, moi, j'aime pas le mot entraînement, mais c'est pour moi parce que moi, je suis pas sportive, tu vois. Et quand j'entends entraînement, moi, ça me fait mal déjà de base. donc voilà. Mais j'aime bien justement cette notion d'expérience, tu vois, d'expérimenter les choses. En fait, tu passes ton temps à expérimenter les choses. Et une expérience a forcément un début, un milieu et une fin. Tu vois, à un moment donné, il faut bien que tu tires une conclusion aussi de ton expérience. Et donc, c'est dans cette conclusion-là que tu prends le temps de te poser aussi, tu vois, et de savoir que tu es obligé de lâcher prise parce que finalement, la conclusion de ton expérience, elle ne dépend pas que de toi. Elle va dépendre de tout ce qui va se passer autour de toi, de tous les gens qui vont entrer en contact avec toi. Et toi, tu n'es que responsable, c'est ce que tu dis dans le lâcher prise, hein, tu n'es que responsable finalement de donner le meilleur de toi-même pendant toute l'expérience. Et puis après, advienne que pourra, parce que voilà, c'est comme ça, et point barre, et tu n'es pas responsable du résultat. Et tu es juste responsable finalement de donner le meilleur de toi-même. Et d'avoir pu justement faire les liens entre tout ce qui s'était passé en fait depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, en gros, me permet sans arrêt de pouvoir repousser l'expérience encore plus loin et d'aller encore plus loin. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont juste là en fait quand ils voient leur vie, ce qu'ils ont vécu, etc. Ils vont se dire ah oui, j'ai vécu de la merde, ou ça a été compliqué, ou ça c'est difficile, ou ça c'était un traumatisme, ou ça c'était. Et c'est vrai, tu vois, il y a des moments où on ne peut pas nier, il y a des gens qui ont des histoires de vie qui sont hyper dramatiques, qui ont vécu des choses énormes. Mais c'est pas pour autant, je veux dire, nous-mêmes, tu as vécu des choses, j'ai vécu des choses, on a tous vécu des choses. C'est pas pour autant qu'on doit rester là où on en est et se victimiser là-dedans. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment de travailler avec différents publics. Tu vois, je te disais, j'étais ambulancière. Je veux dire, quand tu passes ta journée à trimballer des gens, parce que les ambulances, moi, avant d'être ambulancière, je pensais que les ambulances, c'était cool, c'était genre en mode d'urgence toute la journée. Tu vois, tu sauvais des vies, quoi, tu vois. Bon, ben non, en vrai, tu transportes beaucoup de papiers et mamies qui vont mourir, ou plein de gens, en fait, qui sont en phase terminale, sur des trajets réguliers pour les chimios, pour les, comment on appelle ça, là, les, j'ai perdu le mot, ça y est, tout ce qui est transfusion, tu sais, pour les diabétiques, etc. Des gens qui vont aller en réduit, qui ont fait des AVC, enfin, voilà, tu es constamment finalement confronté à la mort toute la journée. Tu sais que les gens, peut-être que demain tu ne le transporteras pas parce qu'il sera décédé dans la nuit ou pas au caisse, quoi, tu vois. Et déjà, ça te fait relativiser en fait sur la vie. Et ces gens-là, quand tu discutes avec eux, parce que justement ils sont au bord du gouffre, entre guillemets, ils savent que ça peut s'arrêter n'importe quand, mais ils te donnent des leçons de vie au quotidien. Moi, je m'appelle la plus grosse leçon de vie que j'ai prise et ça a été horrible. J'en ai chialé, mais comme un bébé. Et je suis désolée parce que je sais que j'en ai émouvoir plus d'un en la racontant. J'ai récupéré un petit garçon, il avait 4-5 ans avec sa maman dans un hôpital à Paris et qui habitait dans l'est de la France, donc on le ramenait chez lui. Et nous, on ne sait rien en fait, qu'on transporte les gens, on les prend, on les charge en fait, et puis bon, après on discute avec eux sur les trajets, mais on n'a aucune info. Et en fait, pendant le trajet, on comprend qu'en fait, ce petit garçon rentre mourir chez lui. Donc c'est hyper violent. Donc du coup, avec mon collègue, on commence à essayer de faire un peu les clowns pour un peu, voilà, que les énergies soient un peu plus cool. Et à un moment donné, le petit garçon, il regarde sa maman qui est en train de pleurer et lui dit, tu sais maman, même quand je serai plus là, je serai toujours à côté de toi pour t'aider à avancer dans la vie. Et là, tu te dis, un petit bout de chou de 4-5 ans qui a cette réflexion-là, tu vois, qui a cette. J'en ai encore. Pourtant, ça s'est passé il y a plus de 10 ans de ça, voire plus de 15 ans, je crois même. J'en ai encore les poils qui s'irrissent quand je pense à ce petit bonhomme qui était d'une sagesse. Tu sais, il y a des gens, ils ont 70 ans, ils sont sages, mais tu as aussi des gens très, très sages et qui sont très, très jeunes, en fait, tu vois.
Et lui, à 4-5 ans, il avait déjà acquis une sagesse et une maturité sur la vie et une façon de voir les choses qui était juste, juste impressionnante. Et je me rappelle, on les a déposés avec le sourire, on est remonté dans l'ambulance, on a fait 500 mètres, on s'est arrêté, on a chialé comme des gosses avec mon collègue parce que c'était tellement, tellement prenant, tellement émouvant, tellement beau de voir que finalement, c'est pareil, on parle de sagesse ou de maturité par rapport à l'âge, mais en fait, je suis désolée, ça n'a rien à voir. C'est pas l'âge qui définit si tu es mature ou si tu es sage ou si tu as acquis des connaissances ou pas, c'est ce que tu vas faire des expériences que tu auras eues dans ta vie, en fait, tu vois. Et de la même manière, quand j'ai travaillé avec des toxicomanes SDF, ces gens que vous voyez dans la rue, que vous méprisez, à qui vous allez, ou vous n'allez pas les calculer ou pas les regarder, ou au contraire, vous allez les agresser ou leur dire des choses hyper mauvaises, ces gens-là, moi, quand j'ai travaillé avec eux, j'étais hyper surprise de me rendre compte qu'ils sont d'une hypersensibilité qui est énorme, qui leur empêche justement de rentrer, comme on disait, de rentrer dans le cheptel, en fait. Ils ne peuvent pas y rentrer dedans. Et ils n'ont pas forcément non plus la force de s'en extraire complètement non plus pour pouvoir avancer. Ils sont un peu entre les deux parce que des histoires de vie extrêmement traumatiques. Et moi, je me suis dit, quand je les ai rencontrés, que je discutais avec eux, qui me parlaient de leur vie, de leur expérience, de ce qu'ils ont retiré d'un point de vue très intellectuel ou très spirituel, je me disais, mais est-ce que si j'avais vécu le 10e de ce qu'ils ont vécu, est-ce que je serais encore là aujourd'hui? Franchement, j'en étais pas sûre parce qu'ils ont des histoires de vie où même nous, on a pu vivre des choses très, très difficiles. On n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu et pour autant, nous, on passe avec nos petites fringues bien, bien sapées, machin, etc. On les calcule même pas et ils sont d'une sagesse beaucoup qui est mais juste énorme, tu vois. Et faut relativiser quand même parce que, moi, je suis passée par cette case-là. Hein. Moi, j'ai vécu avec eux. Parce que ce qui s'est passé, c'est que suite à un accident, j'ai voulu rentrer en France pour un soin. Et on m'a dit, ah, maintenant, vous êtes présidente, vous n'avez pas la carte vitale de Médecins sans frontières. Vive la France. Ça, je fais, comment? Je suis en France, je suis française, et je dois aller chez Médecins sans frontières juste parce que je n'ai pas une carte verte. Je dis, j'ai besoin de retourner travailler, je suis dans l'incapacité de travailler, réparez-moi et envoyez-moi la facture. En gros, c'était ça, quoi, que je leur ai dit. Et ouais, grâce à ça, mais je me suis retrouvée dans un hôpital médicalisé. C'était pas un hôpital, c'était un centre où justement, je me suis retrouvée. Il y avait des réfugiés politiques, il y avait des toxicomanes, il y avait des SDF qui, comme ils étaient malades, avaient le droit de passer les 2 mois en fait dans ce truc-là. J'ai juste halluciné. J'étais là, je fais, c'est ça la France? Moi, j'avais quitté la France il y a plus de 10 ans. J'étais en train de redécouvrir tout un système qui, pour moi, est complètement branque-ballant et qui ne tient pas la route. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable. Après, il faut bien comprendre que le système fait en sorte que ces personnes-là ne s'en sortent pas. Moi, j'ai rencontré des anciens chefs d'entreprise dans les SDF. Vraiment, des gens qui avaient réussi leur vie et du jour au lendemain se sont retrouvés à la rue, divorcés, bref, ruinés. Il y en a qui décident de ne pas s'en sortir puisque finalement ils se rendent compte qu'avec tout le stress qu'ils ont eu avant, ça n'en valait pas la peine et voilà, c'est leur décision. Mais il y a une grosse partie quand même de la population qui se retrouve à cause de la bouffe. Enfin, je reviens sur la nutrition, quoi. La nutrition et l'équilibre acido-basique, parce que on est ce qu'on mange. Dans quel sens? Ce que vous mangez va dans votre sang. Où va votre sang? Votre sang va partout dans votre corps, y compris votre cerveau. Donc, si vous mangez mal, si vous mangez des aliments avec un pH acide, vous acidifiez tout le pH du corps, en plus des pensées négatives, hein, qui à l'extrême, puisqu'on se retrouve avec des arthrites, des arthroses, des machins, etc. Mais donc, quand tu es SDF, que tu vas chercher à manger dans, je sais pas quoi, les centres sociaux et ce genre de trucs, tu te retrouves avec des espèces de triangles de sandwich, je sais pas quoi, ouais, enfin, qui viennent des hypermarchés qui peuvent plus vendre. Donc déjà, c'est en face d'être périmé. En plus, il n'y a rien dedans, il y a zéro apport nutritionnel, hein, ça reste que du sucre et des produits transformés qu'il y a dedans, de la mayonnaise, du poulet. Le poulet n'a même jamais vu la terre, n'a jamais marché. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, très peu en tout cas. Donc, les gens ne peuvent pas aller mieux. Les gens, déjà, par ce qu'ils mangent, ne peuvent pas trouver la force d'aller mieux et de s'en sortir.
Donc, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que tu peux trouver. Il y a des gens extraordinaires, mais comment veux-tu qu'ils s'en sortent si déjà on les respecte pas en tant que personne, on ne les nourrit pas comme il faut les nourrir pour qu'ils aient de l'énergie et qu'ils puissent retravailler aussi l'image d'eux parce que du coup, oui, non, c'est difficile d'en sortir. C'est ça. C'est assez impressionnant justement de voir comment la France, moi tu parlais de... Moi, je me rappelle avoir bataillé à un moment donné avec un de mes patients. Il fallait lui refaire son titre de séjour. Il fallait lui faire un titre de séjour. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas eu de titre de séjour, mais c'était un patient qui avait une problématique psychiatrique, donc il ne s'occupait pas assez conscient pour pouvoir s'occuper de ses papiers. Et puis, du coup, tout le monde avait lâché prise autour de lui. Et ce patient, donc d'origine algérienne, si mes souvenirs sont bons, qui n'avait jamais vu l'Algérie, qui était né en France, tu vois, dans le 92. Et on me dit, ah, mais pour faire le titre de séjour, il faut le visa d'entrée dans le pays, en France. Il est né dans le 92, il n'y a pas de visa d'entrée, en fait, il est né ici. Ah oui, mais nous, si on n'a pas de visa d'entrée, on ne fait pas le titre de séjour. Mais tu te dis... Pourquoi il a besoin d'un titre de séjour s'il est né en France? Parce qu'il n'avait jamais fait la naturalisation. Mais il ne peut pas avoir besoin de naturalisation si il est né. Ah, parce que, d'accord, ses parents étaient... ok, ça marche. Bon, bref, tu vois. Et du coup, tu te dis, mais en fait, à un moment donné, même tout ça, parce que là, c'est un cas extrême, si tu veux. Et constamment, quand tu es avec ces personnes, justement, qui sont déjà fragilisées, comme tu dis, on les nourrit pas, machin, etc., mais en plus, on les fait tourner en rond, on les rend encore plus fous. En vrai, c'est ça. C'est-à-dire que même nous, je veux dire, en tant qu'éduc, ou l'assistante sociale pour mes collègues, dire quand tu te bats avec l'administration en disant, mais vous vous rendez compte que votre truc, c'est pas cohérent. Comment vous voulez qu'il ait un visa d'entrée en France? Il n'a jamais quitté la France. Il est né en France, il est resté en France, il n'a jamais vu son pays. Il ne sait même pas à quoi ça ressemble. Et à un moment donné, on fait comment, tu vois? Et c'était constamment comme ça. C'est le serpent qui se mord la queue dans l'administration française et qui les rend encore plus fous, ces gens-là. Et qui leur fait péter un câble encore plus profond. Et après, on te dit, ah ben oui, il a été violent dans la rue. Mais tu m'étonnes, le gars, ça fait 6 mois qu'on le traîne à droite, à gauche, il faut que tu ailles au bureau. Puis, je ne sais pas si tu regardes, moi j'aime bien avec les 12 travaux d'Astérix, c'était Astérix Obélix. Tu sais, à un moment donné, il te dit c'est le bureau A, machin B. Et tu vois, il fait que ça en fait. Mais c'est ça la France en vrai. Et surtout encore plus quand t'es fragilisé, et quand t'es à la rue et quand t'es machin. Donc de quoi, mais vraiment, vriller total, quoi, tu vois. Et ça aide pas non plus dans l'image de ça, parce que t'as l'impression que t'es con, que tu comprends rien. Ils me disent, mais moi, en fait, je comprends rien. En vrai, je suis pas adaptée pour comprendre. J'ai pas le niveau intellectuel pour comprendre. Je fais, non, mais c'est pas l'histoire de niveau intellectuel, en fait, c'est que c'est fait exprès, à un moment donné, tu vois. Je peux pas dire que c'est pas fait exprès que ça se passe comme ça. Les abréviations. Après, j'avais adoré. Parce que bon, ouais, j'ai quitté la France en 2007. Et à chaque fois que je repasse par la France, tu as besoin d'aller dans un bureau, tout le monde te parle en abréviation. Je suis là, c'est même pas des abréviations, c'est genre, on va te mettre 4 lettres les unes derrière les autres, tu es censé savoir de quoi ça parle. Ouais, c'est des sigles. Et je suis là, je fais, mais quand est-ce que vous allez juste faire sujet, verbe, complément, faire en sorte que tout le monde comprenne, comme ça vous n'aurez pas à répéter, vous allez moins perdre patience et tout le monde va atteindre son objectif. Un, je ne reviendrai pas vous voir pour la même chose. Et de deux, ça vous évitera de vous sentir frustré parce que vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Mais est-ce que vous vous adaptez au langage que les personnes sont capables de comprendre, puisque nous n'avons pas votre système de référence? C'est assez impressionnant. Mais bon. Après, ça reste aussi, c'est encore une fois, c'est pour vivre ses rêves de manière générale, c'est accepter que certains systèmes soient comme ça. Et c'est aussi apprendre à aller chercher des personnes qui ressemblent à l'univers dans lequel vous voulez grandir, évoluer ou vous voulez juste vivre. Je dis ça parce que très souvent, comme tu disais tout à l'heure, ouais, tu es dans un cheptel. Comment sortir de ce cheptel sans être le mouton noir? C'est uniquement trouver finalement un espace libre dans lequel vous pouvez vraiment être. Alors, ça peut être, par exemple, c'est vous focaliser sur vos passions, sur les rêves que vous n'avez jamais osé réaliser et aller vous intéresser à qui l'a déjà fait. Qui dans ma ville, dans ma région, dans mon pays l'a déjà fait
Qu'est-ce qui gravite autour de cette personne? Quelles sont ses propres passions? Qu'est-ce qu'elle en dit? Est-ce que je peux avoir des informations sur cette personne, sur cet environnement-là, sur ce rêve? Parce que après, c'est valable partout dans le monde, parce que ça, tout le monde me le dit, quel que soit le pays dans lequel j'arrive. C'est « Ah ouais, mais moi, je suis née ici. » Ah ouais. Bah ouais, c'est dommage, je vais te dire un truc, mais c'est ce que tout le monde me dit partout. Alors, tu peux aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, tu te rendras compte que non. Parce que l'herbe, elle est à l'intérieur de toi. Donc, soit tu la rends plus verte à l'intérieur de toi, et auquel cas, tu vas pouvoir voir les choses d'une manière plus agréable. Mais tu peux, ouais, tu peux voyager autant que tu veux, ça ne veut pas dire que tu seras heureux. Et donc, c'est dans cette société actuelle, si vous n'êtes pas dans la capacité de changer de pays ou même de changer de ville ou de village, ou peu importe, vraiment faites cette recherche comme une étude de marché de votre rêve. C'est quoi mon rêve? Qui je suis aujourd'hui? Qui je veux devenir? Où est-ce que je veux que mon rêve se réalise? Est-ce que c'est ici ou ailleurs? Quand? Mettez une date, ça a beaucoup plus de chances d'y arriver. C'est une des techniques de visualisation, hein, créatrice. Comment je peux y arriver? Chercher toutes les ressources, intérieures, extérieures, techniques, financières, peu importe, des connaissances, le réseau, le temps. Combien ça vous coûte? Et dans le combien, ce qui est très important, c'est combien ça vous coûte aujourd'hui de ne pas réaliser vos rêves. Combien ça vous coûte en achat impulsif, en compensation, en abonnement à toutes les chaînes pour pouvoir voir les documentaires plutôt que d'y aller vous-même? Combien ça vous coûte en thérapie? Parce qu'il y a énormément de gens quand même qui sont en thérapie, hein, ou qui prennent des anxiolytiques, qui vont régulièrement chez le médecin pour telle ou telle maladie, alors que c'est le maladie. Qu'est-ce que ton corps te dit? Pourquoi tu es malade? Et tu pourras t'en sortir. Combien ça te coûte en termes de relations interpersonnelles avec la famille, avec tes amis, avec toi-même, avec tes collègues, avec le reste du monde? Combien ça te coûte de ne pas vivre tes rêves? Et à ce moment-là, tu peux commencer à dire, à faire la colonne, combien ça va te coûter de le réaliser, ou au moins de commencer à le réaliser. Et tu vas te rendre compte que finalement, tu as tout l'argent du monde pour pouvoir commencer. Et même Et sans pourquoi? argent, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, et juste, ouais, pourquoi c'est important pour toi d'être en vie, de réaliser tes rêves et finalement d'inspirer les gens autour de toi. Et moi, dans la partie combien ça coûte, en fait, j'aime bien aussi mettre autre chose qui n'est pas que de l'argent, tu vois, mais combien ça te coûte à toi, personnellement, à l'intérieur de toi, de ne pas le réaliser, en fait, en termes de stress, en termes d'angoisse, en termes de peur, en termes de frustration, en termes, tu vois, de toutes ces émotions négatives et ces sensations négatives. Parce que c'est important, je pense. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est très matérialiste quand même, où voilà, il faut prendre l'argent est une énergie dont on a besoin et ça ne doit être qu'une énergie. La plupart des gens le voient vraiment comme quelque chose d'hyper important et de ressource première pour vivre, tu vois. Et donc, et le combien ça coûte, pour moi, ça ne doit pas être que financier, tu vois. Il y a aussi tout ce que finalement en termes Oui, la santé mentale. ouais. Vraiment, la santé du corps et la santé. C'est ce que je disais avec la maladie. Ouais. Tu es malade, mais pourquoi tu es malade? Ouais. C'est important ça. Il y a plein de gens pareil qui préfèrent finalement, puisque moi, enfin, tu vois, je fais de l'énergétique, je suis énergéticienne, je suis aussi magnétiseuse, tu vois, et quand je dis aux gens, ouais, mais finalement, ton problème, c'est pas forcément ton corps qui a un problème, c'est parce qu'en fait, ton corps te renvoie ça comme histoire, tu vois, ou comme quelque chose que tu as réglé, ou enfin voilà. Mais qui préfèrent encore finalement revenir me voir après pour que je les remagnétise ou que plutôt que d'essayer de guérir finalement et d'essayer de comprendre et tu vois, ils restent dans un schéma en boucle et au bout d'un moment je dis stop, tu vois, stop, c'est moi je suis pas de la pommade en fait. Je suis pas une pommade. Il y a des magnétiseurs, c'est leur rôle, ils ont ce rôle pommade et pourquoi pas, et tant mieux, c'est leur choix. Chez moi, c'est pas le choix que j'ai fait, tu vois. Moi, je veux bien te magnétiser et t'expliquer du coup qu'est-ce qui se passe dans ton corps et qu'est-ce que ton corps est en train de te dire à ce moment-là pour que tu puisses changer des choses et mettre en place des stratégies dans ta vie qui vont permettre de ne plus ressentir ce malaise dans ton corps et en même temps, du coup, ce malaise tout court. Mais j'ai pas envie de passer ma vie à jouer le rôle de pommade, en fait, tu vois. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est encore dans une société où on va chercher, et je pense que ça fait une heure et demie qu'on parle, c'est passé vite, hein.
Et donc, je pense qu'on va peut-être en arrêter là, quitte à faire une deuxième partie dans quelques temps pour continuer, parce que c'est hyper intéressant. Mais il y a encore beaucoup trop de personnes qui vont chercher en fait le problème et la réponse à l'extérieur, alors que comme tu l'as très bien dit depuis le départ, finalement tout est à l'intérieur. Ton burn-out, il est à l'intérieur, mais la réponse à ton burn-out et la manière de le résoudre est aussi à l'intérieur de toi. Et on est encore dans une société où malheureusement, on nous pousse toujours à aller chercher la cause à l'extérieur. Et c'est pour ça aussi qu'on se maintient dans une forme de victimisation, parce que si ça ne vient pas de nous, si ça vient de l'extérieur, c'est forcément qu'on est victime de l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas être victime de soi-même. C'est le cerveau, enfin, il ne peut pas entendre ça à ce moment-là. Oui. Et encore une fois, je pense que si on veut s'en sortir, tu parlais des enfants et c'est vraiment important. Regardez les enfants, surtout en bas âge. Ils trouvent toujours des solutions. Ils trouvent toujours une solution à ce qu'ils veulent obtenir dans l'instant présent. Non, c'est vrai, c'est assez intéressant quand tu vas grandir, les enfants autour de toi, ils n'ont pas la peur de l'échec, en fait. C'est ça, en fait, il n'y a pas de peur de l'échec. Et ça ne marche pas, bon, mais je tente autre chose, quoi. C'est pas grave. Parce que l'échec n'existe pas, ça reste un mot du dictionnaire. Bien sûr. C'est que ça. Tu vois, si tu vas sur un salon de l'entrepreneur, le mot échec n'existe pas. C'est qu'est-ce que tu as appris de cette expérience, qu'est-ce que tu n'as pas fait et que tu vas mettre en place la prochaine fois pour pas que ça se reproduise. Donc, c'est juste… ouais, encore une fois, c'est question de culture. Et c'est réapprendre à utiliser les mots. Enfin, moi, le mot échec, je l'utilise parce que c'est un mot que les gens aiment bien, mais ça ne fait pas partie de mon vocabulaire à moi. C'est juste pour illustrer. Mais l'échec n'existe pas. C'est une perception, un leurre de l'esprit. C'est complètement ça. C'est quelque chose qui, justement, est mis en place pour t'empêcher d'avancer, parce que cette peur-là va faire en sorte que tu ne vas pas mettre en place tous les moyens et tous les outils que tu as à ta disposition pour atteindre tes rêves, finalement. Tu as peur de ne pas l'atteindre. Voilà. Myriam, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on va se refaire un retour d'ici quelques semaines pour continuer un petit peu, parce que c'était très, très intéressant. Merci beaucoup du coup d'avoir partagé tout ce que tu as partagé, parce que c'est vraiment, vraiment authentique et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Merci d'être toi, du coup. Et puis merci à vous tous qui avez suivi ce jeudi de la procrastination active. Il sera en replay sur ma page Facebook. Je vais laisser en replay sur ma page Facebook. Et voilà. Et puis je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle après-midi, le soleil et la chaleur. Et je vous dis à bientôt. Merci énormément, Séverine. Merci d'être toi. Avec plaisir.